Ça, c'est tout le projet d'une ferme où on travaille en polyculture élevage, c'est-à-dire tous les cycles de vie sont respectueux. On fait donc du maraîchage, l'arboriculture, on a des terrains, à peu près une vingtaine d'hectares, où on cultive des céréales et alternant avec des herbacées, donc principalement des légumineuses. On va nourrir un troupeau de 35 brebis, 15 chèvres, qui vont nous procurer du lait. Ce lait, on va le transformer en fromage. Au passage, on va produire du petit lait. Plutôt que de balancer dans la nature, on va nourrir des cochons. Donc on va se nourrir des légumes, des fruits qu'on va récolter, des fromages faits par le lait, et de la viande procurée par les cochons, par les bêtes, par les agneaux et les chevreaux qui vont naître, et bien sûr par les céréales qui sont transformées en farine et en pain. Salam alaikum, bonjour. Merci d'être là. J'interviens dans un contexte particulier que précisait Karim, puisque l'idée pour moi était de voyager, de partager ce voyage avec Pierre Labhi pour témoigner de nos expériences en France et ailleurs et revenir ici en Algérie. Donc évidemment pour moi c'était précieux parce que je suis d'origine algérienne et que j'étais jamais venu en Algérie avec, on va dire, cette assise avec une expérience agricole. Donc je dirais que c'est à regret que je suis venu seul, mais avec beaucoup de plaisir j'ai voulu maintenir mon voyage pour vous rencontrer tous les acteurs et porteurs d'espoir en Algérie dans ce domaine-là. Mais c'est aussi en toute humilité que je viens, parce que venir normalement accompagné de Pierre Rabhi et puis revenir tout seul, et arriver tout seul, c'est un peu impressionnant, parce qu'on ne peut pas remplacer Pierre Rabhi, c'est impossible. Donc c'est avec beaucoup d'humilité évidemment que je viens témoigner d'une expérience particulière, celle des Amanins, un projet agroécologique qui a été cofondé par Pierre Rabhi. Donc je vous ai dit, je m'appelle Wael Gnostas, j'ai 37 ans. Ça fait maintenant 7 ans que j'œuvre dans le projet des Amanins, alors que je n'étais pas destiné à une expérience agricole. J'avais une formation universitaire en sociologie, donc j'étais plutôt un mental, avec une peau, des mains très très lisses, jusqu'à 30 ans. Et puis à la naissance de ma première fille, je me suis rendu compte que j'avais rien dans les pattes. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Et la question a été alors pour moi de me demander, mais qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant, à cette fille qui vient de naître, et comment je vais participer à la préservation du monde dans lequel elle va grandir. C'est né de la rencontre de 2 personnes. Pierre Labhi, que je ne vais pas vous présenter, vous le connaissez, et Michel Valentin. Ensemble, ils se mettent à réfléchir à la réalisation d'un centre qui soit pilote au niveau agroécologique en France, qui soit à la fois un centre de production et d'accueil et de sensibilisation. Dans le même temps, Michel Valentin rencontre Isabelle Peloux, qui devient sa compagne, sa seconde compagne, qui est professeure des écoles, formée en communication non violente, à toutes les questions d'écologie relationnelle, et arrive à travers elle, et grâce à elle, la dimension pédagogique et éducative dans le projet des Amanins, qui repose sur 2 questions essentielles que pose Pierre. Quelle planète on va laisser à nos enfants, et quels enfants on va laisser à la planète. Donc pour travailler le plus concrètement possible autour de ces questions-là, on a, dans les premières années, mis en place sur un domaine de 55 hectares, on va peut-être revenir à la première photo, voilà. On a créé autour de cette ferme qui était existante, existaient avant notre arrivée tous les bâtiments qu'on va pouvoir voir qui sont en pierre. Donc on a entièrement réhabilité, on a créé un centre d'accueil éco-construit, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup avec les matériaux qu'on avait sur place. Il y avait l'existant qui était en pierre, et tout ce qu'on a construit ensuite, c'est en ossature bois, paille et terre. Donc c'est-à-dire qu'on a appliqué des principes de construction ancestraux qui sont applicables partout. Créer un centre d'accueil, une infrastructure, et surtout mis en place une production en polyculture élevage pour assurer notre autonomie alimentaire.
Aujourd'hui, aux Amanins, 80% de ce qu'on mange est issu de notre production. On produit légumes, légumineuses, céréales, produits laitiers et viande. On vient de l'extérieur uniquement ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, c'est-à-dire les huiles, les boissons et épices et condiments. Quelques céréales pour proposer une alternative à des personnes qui sont allergiques au gluten. Donc par exemple, on achète du riz. Avec le climat qu'on a en France en ce moment, peut-être qu'on va pouvoir se mettre à cultiver du riz. Si ça continue, ce sera peut-être l'avantage des changements climatiques pour notre démarche. Dans la Camargue, c'est quand même plus humide. Ouais. Donc ça pour assurer notre autonomie alimentaire, et toute cette production est aussi la base pour la transmission et un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes et on se base sur cette production, le jardin, l'élevage, les céréales, la panification, pour montrer à beaucoup de citadins comment on produit ces légumes, comment on produit de manière agroécologique, comment on construit avec de la terre et comment on fait du pain ou le vin naturel. La production et la transformation servent d'outils pédagogiques. C'est ça qui est intéressant. On a tâché d'être autonome aussi au niveau des énergies. Alors c'est aujourd'hui le point faible des Amanins, c'est-à-dire qu'on a des panneaux solaires thermiques et puis on a une éolienne. L'éolienne malheureusement elle est en panne. C'est vraiment dommage parce qu'elle nous permettait de produire plus de 60%, à peu près 2/3, de l'électricité qui est consommée aux Amanins. Parce qu'on a un site assez venteux. Couplé à des panneaux solaires, ça nous permettait à peu près d'être autonome du point de vue énergétique total à hauteur de 70%. C'est ça, ces panneaux solaires. Donc derrière, on aperçoit la ferme. La ferme, elle a été construite neuve, hein, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas avant notre arrivée. Elle a été construite en ossature bois, isolée avec de la paille et terminée avec des enduits à la chaux. Juste une question, les Amanins, c'est où? Alors, pardon, excusez-moi, oui, moi j'ai tellement l'habitude d'être sur place en fait que du coup j'ai pas dit où est-ce qu'on était. On est dans la Drôme, entre Valence et Nîmes, plus au sud de Valence, donc on est dans le quart sud-est. Hein, on est sur un territoire ancré historiquement dans la dynamique de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que dans les années fin des années 60, début des années 70, il y a eu l'aventure des néo-ruraux qui sont partis des grandes villes, qui sont arrivés beaucoup en Ardèche et dans la Drôme, qui étaient porteurs de certaines valeurs, d'une certaine dynamique, et qui ont été les précurseurs dans l'agriculture biologique. Pierre en fait partie avec d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus discrets, mais ça fait des années et des années qu'ils travaillent la terre de manière naturelle. Et petit à petit, en fait, ils ont créé un élan et une dynamique qui aujourd'hui porte ses fruits et qui est même relayée par les politiques et les collectivités locales. On a mis en place une infrastructure pour être autonome au niveau alimentaire, au niveau énergétique. On s'est proposé d'éco-construire en fait le domaine. On a une autre illustration avec les hébergements. Voilà là, les hébergements, donc ça c'est de l'ossature bois paille, avec des toitures végétalisées, parce que ce qu'on a souhaité c'est intégrer au mieux les constructions nouvelles aux prairies existantes. Et on a construit aussi des cabanes en bois dans les bois, c'est la photo suivante. Ça pour accueillir des personnes uniquement au printemps et en été, parce qu'en hiver c'est pas possible, alors que dans les hébergements qu'on vient d'apercevoir précédemment, on peut accueillir toute l'année. Donc notre capacité d'accueil est de 100 personnes en été et de 40 personnes toute l'année. Héberger, nourrir, être autonome au niveau des énergies et surtout au niveau du recyclage des déchets. Et en premier lieu, nos propres déchets organiques. Alors ça, c'est une révolution culturelle. Hein, c'est-à-dire que quand moi j'accueille des personnes aux Amanins, je les emmène aux toilettes pour faire la première présentation des lieux et mettre les pieds dans le plat.
Ça c'est fait. Ça c'est fait, en général ça décomplexe tout le monde, après on peut se tutoyer, on est à l'aise. Toilettes sèches, donc c'est des toilettes à séparation, c'est-à-dire qu'on va traiter d'un côté les urines et de l'autre côté les matières fécales. Ça se présente comme des toilettes normales, sièges. On collecte les matières fécales d'un côté, donc on ne voit pas ce qui se passe, mais il y a un réceptacle, un tonneau 3 mètres plus bas. On a mis de la paille, on collecte les matières fécales avec le papier et on les verse 1 ou 2 fois par semaine. On va les collecter pour les mettre dans une fosse d'1 mètre cube qui est ensemencée avec des vers lombriques. Ces vers en fait se nourrissent de nos propres déjections et de la cellulose qui est dans le papier pour produire un terreau. Ce même terreau qu'on utilise pour amender le verger. Pas les cultures maraîchères, au niveau sanitaire c'est interdit. Donc au verger parce que le cycle est plus long, parce qu'on ne maîtrise pas totalement la matière première, si j'ose dire. C'est-à-dire que si on prend des antibiotiques ou des hormones de synthèse, type progestérone, œstrogène qui est dans les pilules contraceptives, ben on les retrouve dans les légumes si on cultive des légumes avec. Hein, moi je tiens à ma voix grave. Donc les œstrogènes, j'en veux pas de trop. Et les urines ainsi que les eaux usées sont traitées par phytoépuration. Donc la phytoépuration, c'est une succession en fait de 3 bassins. Les 2 premiers bassins sont végétalisés avec des roseaux, des landes d'eau et des bactéries. Les urines et les eaux usées sont collectées et en fait toute cette végétation va se nourrir des eaux usées qu'elle va purifier. Le 3e bassin, il n'est pas végétalisé, il est doux. Et ce sont les ultraviolets du soleil, tout simplement, qui vont terminer le traitement de l'eau. De la même manière que quand on n'est pas sûr d'une eau qu'on va devoir boire, on peut la mettre dans une bouteille en plastique qu'on laisse au soleil. C'est les ultraviolets en fait qui vont éliminer les éléments pathogènes de l'eau. Ben là c'est le même principe, simplement c'est appliqué aux urines et aux eaux usées. Donc on n'est pas relié à un système collectif. On maîtrise cet ouvrage. On a simplement le devoir de contrôler vis-à-vis des autorités sanitaires la qualité de l'eau qui est rejetée pour être sûr qu'on n'est pas polluant au niveau des nitrates et des phosphates. Et le système fonctionne très très bien. Donc on tâche d'être aussi autonome au niveau du recyclage de nos propres déchets, ayant très peu d'intrants, c'est-à-dire qu'on n'achète pas de produits à l'extérieur, on n'a pas de déchets type emballage, on a très très peu. Uniquement les bidons d'huile, les choses comme ça qui rentrent en cuisine. Mais tout ça, c'est recyclé. Donc, on tâche d'être autonome au niveau de l'alimentation, de la construction, pour accueillir, être autonome au niveau de la gestion et la production d'énergie et la gestion des déchets. Pierre nous dit, on reprend volontiers ces termes-là, on pourra, tant qu'on voudra, se chauffer avec du bois, se chauffer avec des panneaux solaires, manger bio, et continuer à exploiter son voisin ou à taper sa femme. On peut faire tout ça et ça très bien. Hein? Ce qui fait la clé de voûte et la particularité de la démarche des Amanins, c'est qu'on s'intéresse au cœur de notre démarche, il y a la question de l'écologie relationnelle. Comment on apprend à vivre et à travailler ensemble. Et ce qui fait la base de cette démarche, c'est l'existence d'une école élémentaire, donc d'enfants qui sont scolarisés du CP au CM2, donc des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, qui vont suivre, c'est une école privée, hein, associative, qui vont suivre les enseignements académiques normaux, c'est-à-dire qu'ils vont partir ensuite au collège, donc il faut qu'ils aient les mêmes instructions en mathématiques, en géographie, en français, etc. Mais en parallèle à ces apprentissages-là, on va travailler beaucoup sur le vivre ensemble. Donc ça va déjà être la gestion des émotions. Ce qui devrait être un enseignement obligatoire pour l'ensemble des peuples, et ce qui serait très facilitant, je crois, pour le peuple algérien, la gestion des émotions. Je me permets de le dire, parce que je suis algérien moi aussi. Elle apprend aux enfants à savoir identifier leurs émotions pour pouvoir les dire,
pour pas qu'elles ne viennent perturber les apprentissages. En parler, ça apprend aussi à gérer les conflits. Elle fait beaucoup, elle leur apprend la médiation pour qu'ils apprennent par eux-mêmes, les enfants, à gérer toute la dynamique et les interactions qu'il y a dans un groupe. Et tout ça lui permet de leur apprendre à apprendre, c'est-à-dire être autonome aussi dans les processus d'apprentissage, et de se responsabiliser par rapport à ça. Alors bien entendu, ce qui se passe également, c'est que tous ces apprentissages sont mis en lien avec les cycles de vie qu'il y a sur la ferme. C'est-à-dire que les enfants qui sont dans l'école du colibri savent d'où viennent les œufs, c'est eux qui vont les ramasser, ils savent comment fonctionnent des annélages, ils savent ce que c'est que de la viande, c'est bien lié à des animaux, ils savent d'où viennent les légumes, comment on les cultive, ils ont leur petit jardin, d'accord? Et ils savent comment on construit une maison. Ce qui est aujourd'hui, le plus souvent, pas le rôle de l'école d'apprentissage, d'apprendre les cycles de vie. Un enfant qui a suivi une scolarité comme ça, il arrive au collège avec des outils relationnels qui lui permettent d'être plus sain, d'être plus serein dans un groupe. Et ensuite dans leur vie adulte. Et ainsi d'éduquer à leur tour leurs propres enfants dans cette sérénité, dans cet élan. Alors, maintenant, il serait dupe de croire que là je vous présente le monde des bisounours, le monde parfait. Vous ne croiriez pas si je vous disais que tout va bien. D'accord? Les Amanins, c'est aussi un collectif humain. On est à peu près une vingtaine de personnes, œuvrant donc dans différents secteurs, l'agriculture, la transformation, l'accueil, la maintenance. On se nourrit évidemment de tous les outils qui nous sont proposés en termes d'écologie relationnelle, mais il y a aussi des conflits entre nous. Mais à chaque conflit, la possibilité de faire appel à des outils de médiation nous font progresser. Et on fonctionne comme n'importe quel groupe humain, c'est-à-dire qu'on a des phases où on progresse, et puis il y a des moments où on a des crises dans le groupe, qu'on doit reprendre, sur lesquels on doit travailler pour avancer à nouveau. On a eu une grosse mise à l'épreuve durant les 2 dernières années, puisque Michel Valentin a brutalement décédé. Il est mort lors d'une randonnée en montagne, d'un arrêt cardiaque, à 56 ans. Alors donc, qui l'œuvrait aux Amanins depuis 6-7 ans. On avait mis en place l'infrastructure, on commençait l'activité d'accueil, mais on n'était pas encore autonome au niveau financier. Michel était cofondateur, financeur, maître d'œuvre du projet, président de l'ensemble des structures qui le pilotent, une association, une SCI, une société civile immobilière, et une SCOP qui est l'outil de production et d'accueil, l'outil économique, au centre donc de toute la dynamique et de toutes les interactions. Et du jour au lendemain, il n'est plus là. Dans la philosophie de projet des Amanins, il y avait cette volonté, et il y a cette volonté d'entreprendre et de coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble. Et sa disparition a été une épreuve dans le sens où elle nous a demandé, au collectif, de prendre des responsabilités ensemble pour que le projet tienne. On avait encore besoin de le développer, et parvenir à une rigueur dans la gestion, surtout parce qu'on n'avait pas cet éclairage-là, pour arriver à une viabilité économique. Parce que ce projet n'a pas de sens s'il n'arrive pas à allier valeur, pratique écologique et viabilité économique. On est sur du secteur privé, on n'est pas aidé. Ce qui fait vivre notre démarche et notre projet, c'est les ressources liées à l'accueil de personnes qui sont sensibilisées, qui sont séjournantes aux Amanins. On est entièrement sur le secteur privé. On ne reçoit pas de subvention. D'accord? Alors on y parvient, mais là on sort de 2 années de marathon. Et aux Amanins, pour la blague, on se dit souvent entre nous qu'entre mars
Et octobre, on travaille tous à mi-temps, 12 heures par jour. D'accord? Alors on y travaille, mais les Amanins, c'est pas une communauté de vie. On vit pas sur place. On vit chacun chez soi. On se rend aux Amanins pour travailler. Ça, c'est lié à l'essence du projet, hein. On travaille sur le principe de l'autonomie et de la transmission. Donc, notre production nous permet d'accueillir des personnes, de les nourrir, de s'appuyer sur cette production et cette transformation pour sensibiliser. Donc, plus on serait nombreux à vivre sur place, et moins on pourrait accueillir de personnes extérieures. L'intérêt et l'objectif de ce projet, c'était aussi d'être duplicable. C'est-à-dire servir, c'est un schéma qui peut s'appliquer ailleurs. L'association polyculture élevage, elle est ancestrale. On ne l'a pas inventée. On l'a simplement remis au goût du jour. L'éco-construction, là, on l'a toujours pratiquée parce que le plus souvent, on a construit avec ce qu'on avait sous la main. La production d'énergie renouvelable, maintenant on y est contraint parce qu'on a besoin de plus d'énergie et avant on en consommait beaucoup moins. La question de la relation, elle est éternelle parce que si on s'amuse à lire la philosophie orientale ou occidentale qui date de 2000-3000 ans, ben, on peut se rendre compte qu'on n'a pas avancé d'un iota. Donc on est avant tout dans une aventure humaine. Et je peux vous dire que dans cette aventure-là, cultiver des carottes bio, c'est facile. Avec 55 hectares, 1 hectare de culture maraîchère et une vingtaine d'hectares dédiés à la culture des fourrages et des céréales, on arrive à produire 35 000 repas. 50 personnes, voilà, 50 personnes à l'année. Ouais. Ouais, pension complète, c'est-à-dire midi et soir. Il n'y a rien qui est donc exporté. Il n'y a rien Alors, qui est vendu. Il y a des uniquement les excédents, c'est-à-dire ça représente quoi? Ça représente moins de 20%. C'est-à-dire qu'on vend à l'extérieur des produits laitiers type tome de brebis, yaourt et le pain. Parce que le pain, pour le moment, la production de blé est en excédent. On est en cours de certification, mais on n'est même pas en cours de reconversion. Hein, c'est-à-dire qu'on avait juste à la demander, passer les 2 premières années pour être certifié. Donc on sera certifié l'année prochaine. Mais ça a un coût, ça. Ça a un coût, mais on est aidé aussi. C'est un coût, mais on est aidé. Alors pour nous, c'était quand même intéressant au final, puisqu'on s'est dit que ça nous permettait d'être mieux reconnus sur le territoire, et puis aussi d'être solidaires du réseau AB. Que, bah, les Amanins, c'est connu. On est dans le réseau AB, on profite des informations, des formations, de la rayonnance, on va dire, du mouvement en général. Au maraîchage, on produit la semence qu'on est capable de produire nous-mêmes, et celle qu'il est périlleux de produire nous-mêmes, on l'achète, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur à cet endroit-là. Alors la question sur l'avenir, moi, on va dire qu'il y a je commence depuis peu de temps à me demander ce que je vais faire de tout ça. C'est-à-dire que chacun se pose naturellement la question, comment je fais coïncider tous les jours mes intérêts personnels et l'intérêt collectif. Notre base, ça a été les séjours à la ferme, destinés à des familles, souvent citadines, qui ne sont plus en contact avec la vie rurale et agricole, et qui souhaitent renouer avec la production et le lien à la terre. Plus précisément, on a proposé des stages en lien avec toujours notre activité, mais avec un contenu pédagogique plus spécialisé. Ça peut être par exemple la construction paille. Donc là, sur 3-4 jours, on monte un partenariat avec des centres de formation spécialisés dans la construction paille, et on va organiser un stage dédié à l'ossature bois paille en du terre. Voilà. Et sinon, on accueille des stages
destinés à des porteurs de projets. Notre projet, de manière transversale, nous a permis de tisser des compétences au niveau administratif, technique, juridique et humain. Plutôt que chacun fasse toujours les mêmes épreuves des difficultés qu'il va rencontrer dans ces différents domaines administratifs, juridiques, humains et techniques, nous on les rassemble. Donc on organise un stage de 4-5 jours où on va expliquer comment nous on a avancé sur tel ou tel dossier, quelles sont les difficultés, comment on peut les parer, où est-ce qu'on peut avoir de l'aide, etc. Et troisième chose, en propre, on organise aussi des forums. Donc là, l'idée du forum, c'est inviter un penseur ou un intellectuel ou même un artiste connu et reconnu, qui est en lien avec ce qu'on appelle le changement de paradigme, hein, dont parle Pierre Rabhi, à témoigner de sa propre démarche et de partager ça avec un public en nombre restreint. L'idée serait par exemple, là on est une vingtaine, on organise un séjour aux Amanins de 4 jours avec Philippe Desbrosses, avec Jean-Marie Pelt, avec Pierre Rabhi. Alors, concernant l'école, ce qui est intéressant pour nous cette année, c'est une première, ça fait 6 ans que l'école fonctionne, on passe sous contrat simple avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que le salaire d'Isabelle est pris en charge par l'institution. Ce qui est génial, parce que c'est surtout d'un ordre symbolique. Il y a une reconnaissance officielle du travail qu'on fait. L'institution, c'est le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale. Et là, vous avez beaucoup d'enfants? 35. 37 cette année. 37 ans, 35. Ouais. Tout âge confondu. Ouais, de 6 à 12 ans, avec 2 salles de classe. Et 4 adultes qui encadrent les enfants. Et est-ce que c'est, je veux juste parler de ça parce que, est-ce que c'est dans la même, enfin, pas vraiment je sais, mais dans la même lignée de pensée que les écoles Montessori aux États-Unis? Parce que Pierre Rabhi il en parle, et je sais pas si c'est issu de, enfin, qui est-ce qui a influencé l'autre? Je pense que c'est plus vieux Montessori, je sais pas. Non, c'est C'est plus vieux. contemporain. Alors, aux Amanins, en fait, Isabelle Peloux, elle s'est nourrie de différents courants pédagogiques alternatifs, Montessori, Steiner, la Garandière, et elle a construit autour de ces courants pédagogiques sa méthode qui lui correspond à elle et qui correspond à la philosophie de projet en général des Amanins. Donc elle est très pragmatique. Est-ce que le fonctionnement des Amanins repose aussi sur le fait que chaque personne qui vient pour loger, qui vient pour faire un stage, participe lui aussi à la tâche? L'aide est la bienvenue. Et on a changé aussi notre attitude face à ça. Sur certaines tâches qui ne demandent pas des compétences particulières, parce qu'à d'autres endroits on est vraiment sur les tâches professionnelles, c'est pas possible. Mais on le fait quand même. Enfin, c'est pas possible de penser et trader en demandant de le faire, mais on le fait plutôt dans un sens pédagogique. Quand je fais 100 kg de pain, les 5 personnes qui sont autour de moi, à qui je montre comment on fait du pain, c'est plus contre-productif dans le sens de ma transformation, mais c'est productif dans le sens où je transmets quelque chose en parallèle. Hein? Donc pour nous, c'est toute une difficulté, en tout cas, de réussir à marier du mieux possible production, accueil et sensibilisation. Parce qu'on a une échelle un peu bizarre. On n'est pas une ferme pédagogique. Pédagogique dans le sens où on aurait 3 vaches et 2 chèvres à qui on prendrait du lait pour montrer comment on fait du fromage. Non, on est vraiment sur une ferme en production qui sert à nous nourrir. Donc à chaque fois qu'on est dans un atelier de transmission, il y a derrière un impératif et un devoir de production. Je voudrais savoir si vous êtes donné une limite à la grandeur de cette entreprise. Est-ce que vous dites que vous êtes une vingtaine de personnes et maintenant qu'il y a beaucoup de travail, est-ce que vous ne pouvez pas encore recruter ou bien vous êtes donné une limite? L'équation est toujours réussir à tenir notre philosophie, notre équilibre financier et notre équilibre humain. Hein? C'est dans les projets les plus engageants qu'on fait le plus de burn-out.
Aujourd'hui, ça fait des années, je vous dis, on vient passer 2 ans de tempête. On a tous beaucoup donné pour que ça tienne. Donc on espère maintenant réussir à produire plus avec la même capacité en superficie. C'est-à-dire que le domaine, il fera toujours 55 hectares. Mais on travaille beaucoup sur la vie du sol et la fertilité du sol. Notre idée, c'est de réussir à produire mieux, avec autant de surface, en améliorant nos techniques de production. Et ça nous permettra d'accueillir plus de monde, peut-être. Et en tâchant quand même de se développer dans la limite du raisonnable, pour qu'une équipe de taille comme celle qu'on a aujourd'hui permette d'assumer l'ensemble des tâches. Notre priorité aujourd'hui, c'est pas d'engager du personnel, c'est de pouvoir dégager des bénéfices pour de l'investissement. Parce qu'on est très pauvre en matériel agricole. Donc aujourd'hui, on préférera investir dans du matériel que recruter une personne supplémentaire dans l'équipe agricole. Je suis en train de faire des recherches sur la permaculture où on ne fait pas de labour, où on rajoute juste je sais pas comment on appelle ça, des minéraux. Voilà. Donc voilà, ça demande moins de travail. Alors culture en but, ça dépend des objectifs de production. C'est difficilement concevable sur des cultures de céréales, parce que c'est sur des surfaces beaucoup plus importantes. D'accord ? Maintenant, évidemment, qu'on se nourrit de ces principes-là dans le schéma agricole en général. Ça vous va ou pas? À moitié, on dirait. À moitié. C'est pas écologique à 100%, je dirais. Alors, peut-être on peut aller dans cette direction. Est-ce que c'est écologique d'utiliser un tracteur, sachant qu'on utilise des hydrocarbures en fait? C'est-à-dire quand on travaille beaucoup, c'est pas écologique pour soi-même. On n'est pas fait pour travailler 12 heures par jour. Parce qu'on n'a pas le temps après de travailler sur soi, sur sa transformation personnelle. Voilà ce que je dis. Voilà. Alors c'est pour ça que j'introduisais ma réponse par la question de l'équilibre entre ses besoins personnels, ses besoins humains, ses besoins familiaux, etc. Tout ça est lié. Voilà. Et financier aussi, pour une structure comme la nôtre. La question elle reste ouverte. Et dans un schéma où on essaye d'allier autant de choses, on est forcément obligé de faire des compromis. Sinon, on n'est pas réaliste. Pour moi, c'est évident que ce voyage en Algérie, symboliquement, il est pour moi très important. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, mon histoire, elle débute avec l'histoire d'un paysan parti de La Houya, un petit bled à côté de Tialet, qui est arrivé en France pour devenir ouvrier, malgré lui, et par nécessité. C'est l'histoire de mon père. Et sans m'en rendre compte, vraiment, quand j'ai choisi de prendre ce virage-là en arrivant aux Amanins et de travailler avec mes mains, alors que j'étais plutôt un mental, j'ai fait le choix de revenir à la terre et au monde paysan que mon père avait laissé. Donc c'est-à-dire à reprendre une place dans l'histoire qui a été confisquée. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Est-ce que j'ai besoin de réparer? Est-ce que ça va être ici en Algérie? Est-ce que ça va être ailleurs? Me réaliser moi-même? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que ma place, elle est là. Elle est en lien avec la terre. Et là, quand je vois les Amanins, je vois aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues hier et qui sont encore venues aujourd'hui et qui me témoignent. Hein, donc, des remerciements. Ouais, j'ai ma contrepartie. J'ai la contrepartie de tout le temps, de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet, hein, tout le temps que j'y ai passé.